comment est-ce qu'on va faire pour que notre fille puisse aller à l'école, puisse aller dans ce lycée. C'est ça le challenge de mes parents à cette époque-là. Lorsqu'on arrive à Abidjan, on va tourner en rond, on va passer toute la journée, on va même faire un saut dans le lycée et je vais me rendre compte qu'on n'a pas de solution. Et figurez-vous que le même jour, on retourne encore sur Boisflé dans ma ville natale. Je vous disais tantôt que c'était à 400 km, donc 4 heures de trajet, 4 heures de voyage. Et donc, rebelote, la question financière va se poser. Comment financer mon voyage à l'étranger? En l'occurrence au Maroc. C'est pour vous dire que on n'avait pas de moyens et qu'on a dû frapper à des portes pour pouvoir me permettre de partir. Sauf que mon titre de séjour arrive à expiration dans la même période. Donc tout naturellement, j'espère que la préfecture va accepter de me prolonger le titre de séjour. Sauf que non. Donc mon titre de séjour expire la même période et la préfecture me demande d'abord d'avoir un emploi, de décrocher un boulot avant de me prolonger ou de me changer le titre de séjour. Donc d'où pression, il faut finir la rédaction de son mémoire, il faut préparer sa soutenance et il faut décrocher son boulot en même temps. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée qui va nous parler de comment et combien chaque transition durant son parcours d'études et son parcours professionnel a été difficile. Elle nous racontera ce qui s'est passé concrètement, comment est-ce qu'elle a réussi à dépasser chaque étape, les leçons qu'elle en a tirées et ce que ça fait d'elle en tant que personne aujourd'hui. Et cette personne, cette invitée, n'est nulle d'autre que moi-même, votre host. Oui, j'ai choisi de commencer ce podcast en vous parlant de moi, pour que vous sachiez qui je suis, ce par quoi je suis passée aussi, les douleurs et les sacrifices que j'ai pu traverser, parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Et donc, moi, c'est Florence Koné, épouse Bédon. J'ai 31 ans, je suis ingénieure et docteur de formation et aujourd'hui, je suis entrepreneur et consultante professionnelle certifiée. J'accompagne les salariés ambitieux qui sont issus de la diversité culturelle à prendre pleinement leur place et à s'exprimer avec assurance en entreprise. Alors, comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que je vis de grandes transitions difficiles dans ma vie? Il faut savoir que je suis issue d'une famille plutôt modeste, une grande famille. Nous sommes 8 frères et sœurs. Et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'ai eu des parents aimants, toujours présents, qui ont toujours tout donné pour qu'on obtienne ce dont on avait besoin. Et à l'âge de mes 15 ans, donc quand j'étais au brevet, j'ai obtenu une mention qui m'a permis d'être orientée dans l'un des meilleurs lycées de la Côte d'Ivoire. Et donc arrive la rentrée et le moment de quitter ma famille pour me retrouver 400 km plus loin pour commencer la rentrée scolaire. Et ce lycée, il était situé à Abidjan. Moi, étant née dans une petite ville de province qui est Boisflé, certains connaîtront. Donc arrive la rentrée et il faut se rendre dans ce lycée pour les inscriptions et commencer l'année. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de logement à Abidjan et même si on a des oncles et tantes éloignés, ils habitent trop loin de là où mon lycée était situé. Donc, vu que je suis toute jeune, j'ai 15 ans, prendre les transports pour quitter super loin pour se rendre à l'école, bon, ça va inquiéter un peu mes parents. Et on va se retrouver un peu dos au mur. Comment est-ce qu'on va faire pour que notre fille puisse aller à l'école, puisse aller dans ce lycée? C'est ça le challenge de mes parents à cette époque-là. Et on réfléchit, pas de solution, sachant qu'il y a un internat dans le lycée, mais l'internat n'ouvre que 2 à 3 mois après la rentrée. Donc le logement ou le tuteur qu'on recherchait, c'est vraiment le temps que l'internat ouvre ses portes. Et un bon matin, on prend mes affaires, mon papa qui m'accompagne à Abidjan pour faire mon inscription. Et moi, je me dis, bon, ça veut dire qu'il a quelque chose derrière la tête, on sait où est-ce que je vais habiter. Sauf que lorsqu'on arrive à Abidjan, on va tourner en rond, on va passer toute la journée, on va même faire un saut dans le lycée.
Et je vais me rendre compte qu'on n'a pas de solution. Et figurez-vous que le même jour, on retourne encore sur Boisflé dans ma ville natale. Je vous disais tantôt que c'était à 400 km, donc 4 heures de trajet, 4 heures de voyage. La même journée, on fait un aller-retour ou le lendemain, je ne sais plus, parce qu'on n'a pas de solution de logement pour moi. La détresse, la déception de savoir que j'ai travaillé dur pour mériter ma place dans ce lycée et que, faute de moyens, parce que si mes parents avaient les moyens, on aurait peut-être pris un studio à 2 pas du lycée dans lequel je serais restée avec je ne sais pas qui, mais au moins le temps que l'internat ouvre ses portes. Donc, faute de moyens, on ne pouvait pas me laisser dans ce lycée-là. Le lendemain matin, je ne sais plus ce que je faisais et mon papa qui reçoit un coup de fil. À l'autre bout de fil, une tata, une tante qui appelle pour prendre des nouvelles et je ne sais pas ce qui lui passe par la tête à mon papa. Il lui parle de la situation et c'est cette tante qui va lui dire « Ah, ben en fait, je connais une dame qui habite à 2 pas de ce lycée et que je vais lui en parler pour voir si elle peut recevoir ta fille. » Je vous laisse imaginer ce que ça nous a fait de se dire « Waouh, il y a une lueur d'espoir. » Et donc, on patiente le temps que la tante appelle la bonne dame. Et l'après-midi, elle rappelle papa et elle lui dit que la dame a accepté que ta fille vienne rester chez elle. Quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui accepte de t'héberger chez lui, chez elle. C'était le bon Dieu qui avait permis ça. Donc, encore une fois, on reprend mes affaires et là, quand on arrive, c'est bon, c'est confirmé, on fait les présentations et elle accepte que je reste chez elle. Et figurez-vous que cette dame, que j'appelle affectueusement Mémé aujourd'hui, a enseigné pendant 17 ans dans le lycée. Donc elle connaissait bien les codes du lycée. Elle savait que si j'étais là, c'était parce que j'avais vraiment bossé dur et que je méritais d'être pleinement là. Et franchement, je lui suis reconnaissante et je remercie le bon Dieu d'avoir mis toutes ces personnes sur mon chemin qui ont facilité les choses. Donc ça, c'est le premier événement. Ensuite, il y a eu un deuxième, parce que c'était pas tout. Donc, je vais arriver dans ce lycée, je vous épargne la difficulté des cours, tout ça. Mais je vais faire ma vie dans ce lycée jusqu'au bac. Donc, au baccalauréat, j'ai encore une fois pas la chance, mais mon travail porte ses fruits et j'obtiens le bac avec une mention. Donc, j'ai une bourse d'études qui va me permettre de poursuivre mes études à l'étranger. Et donc, rebelote, la question financière va se poser. Comment financer mon voyage à l'étranger? En l'occurrence au Maroc. C'était une bourse d'études pour le Maroc. Parce que à l'époque, même si j'avais la bourse d'études, il fallait financer le billet d'avion et un peu d'argent sur moi pour tenir les premiers mois, le temps que la bourse arrive. Ça va poser problème puisque voilà, je suis issue, je vous l'ai dit, d'une famille modeste. Et donc, où sortir l'argent pour acheter le billet d'avion, pour assurer mon loyer ou même le nécessaire, le temps que cette bourse-là arrive. Ça a été compliqué à tel point que, encore une fois, mon père m'a fait asseoir et m'a posé la question, est-ce que je suis sûre de vouloir partir? Et je sais pas, mais c'est pas que je n'étais pas consciente de la situation de ma famille, mais j'avais cette conviction de me dire que si je crois fortement et que je m'accroche à ce que je désire, ils me soutiendront et on trouvera une solution. Donc quand ils me posent cette question, je réponds que oui, je veux y aller. Je veux aller au Maroc pour mes études. Mon père, il a dû, je ne sais pas à quelle porte il a frappé. Aujourd'hui même, j'ai compris qu'il s'était endetté pour pouvoir payer les frais qui vont me permettre d'aller étudier à l'étranger. Et il y a même mes tantes qui ont contribué à m'offrir l'ordinateur qui allait me permettre de suivre les cours, de faire les exercices, tout ça. Pour vous dire que on n'avait pas de moyens et qu'on a dû frapper à des portes, on a dû associer finalement les moyens pour pouvoir me permettre de partir. Et quand j'arrive au Maroc, étant consciente de d'où je viens, je ne vais pas m'amuser à vivre la même vie que tout le monde.
Parce que chacun a ses moyens. Je ne sais pas ce sur quoi mes amis comptent. Donc, j'avais cette tendance-là ou cette conscience de me dire, je ne fais pas forcément comme tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être envieuses, mais ce n'était pas mon cas parce que je savais d'où je venais. Et donc, à aucun moment, j'allais éprouver des envies de fiesta ou de me permettre des achats chers parce qu'il fallait économiser et éviter au maximum de faire appel aux parents. Donc, je me gérais financièrement comme il fallait avec le peu de moyens qu'il y avait. Et c'est vraiment quand ça n'allait pas, quand c'était compliqué que je faisais appel à eux. Et ils essayaient de m'envoyer un petit quelque chose pour que je puisse, voilà, que je puisse tenir. Mais voilà, on a jonglé comme ça. Et la bourse, pourquoi je dis que c'est vraiment quand ça n'allait pas que je les appelais? Parce que la bourse n'était pas suffisante. La bourse était une certaine somme, mais il fallait aussi que les parents aident de temps en temps. Et moi, je m'assurais au maximum de tenir avec la bourse pour éviter de trop solliciter mes parents parce que je n'étais pas la seule. Il y avait aussi d'autres charges de mes frères et sœurs qu'il fallait assurer. Et donc, Dieu merci, encore une fois, j'ai tenu durant cette période-là. J'ai fait mes 4 années au Maroc. Mais étant très ambitieuse, j'ai eu l'envie de poursuivre mes études en France. Et donc, cette fois-ci, pour pouvoir faire cette transition, j'ai essayé de prendre les devants. J'ai commencé à économiser un peu plus, à mettre de côté. Je me rappelle à l'époque, je vivais avec ma sœur. C'est plus qu'une amie aujourd'hui, c'est vraiment ma sœur. On vivait ensemble et on a dû libérer notre logement parce que j'avais pris la décision d'aménager en cité universitaire pour pouvoir payer moins de loyer et faire des économies pour préparer ma venue en France parce que j'avais voulu anticiper. La chance, c'est que cette fois-ci, la bourse que j'avais allait être reconduite en France et donc une fois sur place, j'allais pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Mais dans les premiers mois ou même pour faire les frais de visa, pour arriver en France, pareil, il fallait avoir un peu de moyens sur soi. Et donc, il fallait que je me prépare. Mais cette transition n'a pas été si compliquée que ça parce que finalement, voilà, j'ai réussi à tenir bon. Et en plus, c'était pour le Master 2 que je venais. À l'époque, j'avais eu... ça dit que j'étais en 4e année d'école d'ingénieur et j'ai été retenue pour un programme d'échange, pour une double diplomation. Et donc, j'allais poursuivre mon master en France. Et en parallèle, une fois que j'allais terminer, j'allais avoir les 2 diplômes, mon master et le diplôme d'ingénieur. Donc, j'avais que les 6 mois de cours à faire. Et ensuite, avec le stage de fin d'études, j'allais pouvoir être rémunérée et donc ça allait me soulager. Donc, tout mon challenge, c'était d'avoir assez d'argent pour tenir pendant les 6 premiers mois. Et bon, ça s'est fait peut-être difficilement par moment parce qu'il y a eu des fois où j'ai dû solliciter ma famille pour avoir un peu de sous. Mais c'était moins pénible que quand j'arrivais au Maroc. J'ai tenu, au bout de 6 mois, j'ai trouvé mon stage et puis voilà. La question financière, c'est un peu apaisé. Enfin, il n'y avait plus cette pression-là. Ensuite, la transition que je vais vous partager, c'est lorsque je décide de poursuivre jusqu'au doctorat. Cette fois-ci, c'est mûrement réfléchi parce que le doctorat est rémunéré et donc je ne vais plus forcément dépendre des parents ou d'une bourse et donc on est beaucoup plus soulagé. Et en faisant le doctorat, non seulement j'ai un diplôme, mais j'ai de l'expérience. Enfin, à l'époque, c'était une thèse CIFRE, pardon, Convention industrielle de formation par la recherche. Donc ma thèse, c'était en collaboration avec une entreprise et un laboratoire. Donc j'avais les 2 expériences, l'expérience académique et l'expérience en entreprise. Donc je voyais que des avantages à faire la thèse et donc je décide d'aller jusqu'au doctorat. Et donc je fais mon doctorat pendant les 3 années et arrive la période de fin de doctorat où je suis en train de rédiger mon mémoire et en même temps, il faut commencer à chercher le prochain boulot. Sauf que mon titre de séjour arrive à expiration dans la même période. Donc tout naturellement, j'espère que la préfecture va accepter de me prolonger le titre de séjour. Sauf que non. Ils vont me demander d'avoir d'abord, parce que pourquoi j'espérais qu'ils me prolongent le titre de séjour, c'est que vu que je n'avais pas encore soutenu,
je me disais, bah, ça va aller jusqu'à la soutenance. Et une fois que la soutenance allait dépasser, là maintenant, on pourra me demander d'avoir un emploi pour le changement de statut. Bref, c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les personnes étrangères, les étudiants savent un peu tout ce tracas-là de changement de statut. Donc, mon titre de séjour expire la même période et la préfecture me demande d'abord d'avoir un emploi, de décrocher un boulot avant de me prolonger ou de me changer le titre de séjour. Donc, d'où pression, il faut finir la rédaction de son mémoire, il faut préparer sa soutenance et il faut décrocher son boulot en même temps. Et là, bah, je postule. D'abord, j'avais anticipé, j'aime m'anticiper. Donc, déjà 6 mois avant, j'avais déjà commencé à postuler, à chercher, à commencer les entretiens. Mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait me convenir. Donc, plus le temps passait, plus la pression augmentait. Et heureusement pour moi, là, je ne vous passe certains détails, mais heureusement pour moi, finalement, c'est mon réseau que je vais activer. Parce qu'à l'époque, l'entreprise dans laquelle je fais mon doctorat subit une fusion, mène en même temps une fusion avec un autre groupe et ça fait que dans la période les embauches, tout est un peu gelé et donc on ne peut pas me garder. Et j'active mon réseau, je sollicite mon responsable à l'époque qui va me passer des contacts. Donc j'envoie des mails en disant que je viens de la part de telle personne, je postule et les choses bougent. J'arrive à décrocher des entretiens et finalement, je vais même passer enfin, ça va se jouer entre deux entreprises et je vais être retenue pour les deux. Et mon choix va se faire pour l'une des deux boîtes du coup. Et ce qui est fou, c'est que finalement, quand je suis embauchée, quand j'accepte l'autre boîte, je me rends compte que je vais travailler en tant que partenaire avec la boîte à laquelle j'ai dit non. Donc, ça a été fou parce qu'après, j'ai recroisé la personne avec qui j'avais fait l'entretien à l'époque. Bon, bref, c'était vraiment drôle et inattendu. Mais c'est pour vous dire à quel point aussi, j'en profite pour passer un conseil. C'est important de faire attention et d'avoir un bon réseau parce que selon les milieux dans lesquels vous évoluez, le monde est très petit. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais ma thèse, je l'ai faite dans l'automobile, donc dans l'industrie automobile. Et c'est un milieu finalement qui est très petit. On travaille avec telle boîte, donc tout le monde se connaît, les partenaires. Et ça a été tout drôle de me rendre compte que finalement, je suis embauchée dans une boîte, mais je vais travailler avec une entreprise à laquelle j'ai dit non. Donc, bref, ça c'était l'anecdote. Donc, il y a eu cette transition. Finalement, j'arrive à décrocher un emploi et je vais pouvoir changer mon statut. Et la même période aussi, je finis par faire ma soutenance de doctorat. Donc, je deviens docteur. Et voilà, tout se passe de manière plutôt un peu plus apaisée. Et la dernière transition qui va être encore éprouvante pour moi, ça va être quand je décide de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Là, ça va être vraiment difficile. En plus, c'est beaucoup plus récent. C'est la dernière transition récente. Ça va être difficile dans le sens où c'est plus un mal-être intérieur que je ressens. Donc, j'ai été dans la performance, j'ai eu de longues études, un long parcours, voilà, très ambitieuse, donc à vouloir étudier. Et donc là, j'arrive dans le monde de l'entreprise et c'est comme si c'est maintenant que j'ai un peu de temps pour moi. Donc, j'ai le temps de penser à la vie que je veux, à ce que j'aime, à des réflexions beaucoup plus introspectives, on va dire. Et c'est là que je me rends compte que j'ai envie, encore une fois, de tester de nouvelles choses. J'ai envie d'avoir un impact différent. Et donc, petit à petit, l'idée va nourrir dans mon esprit. Et ce qui va se passer, c'est que je me dis, bon, c'est pas grave, je vais continuer de bosser et puis on verra plus tard. Sauf que plus le temps passe, plus l'envie de partir, de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'être à mon compte, d'impacter différemment, d'aider l'humain à évoluer, enfin pas évoluer, mais de travailler avec l'humain, d'aider chacun à développer son potentiel, grandit. Donc je finis, après avoir fait des nuits d'insomnie, tout ça, je finis par en parler à ma hiérarchie. Et je ne vais pas forcément avoir l'accueil
que j'espérais, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne voulait pas non plus que je parte. Et donc ça va être difficile dans le sens où je vais forcer les choses, je vais beaucoup réfléchir et en même temps, il y a cette notion de tu quittes une situation stable, tes parents comptent sur toi aussi. Ça m'a tellement travaillé psychologiquement que j'ai dû consulter, j'ai dû voir des psys, j'ai été en arrêt, je n'étais pas bien du tout. Et une chose qui a accentué ce fait-là, c'est que finalement, je me sentais très bien dans mon entreprise. J'avais une équipe sympa, des managers, des chefs qui étaient à l'écoute, tout se passait bien. Donc le fait de partir était un peu comme si je trahissais mon entreprise, je trahissais l'équipe. Donc il y avait tout ça qui me travaillait. Mais en même temps, je n'étais pas bien et j'avais envie de penser à moi, de me choisir. Parce que j'avais compris et j'avais découvert des choses qui me plaisaient et qui me faisaient envie. Donc j'avais envie de prioriser cette partie de moi-là et d'arrêter d'être dans la suradaptation, d'arrêter de faire des choses pour plaire à la société aussi. Donc après avoir beaucoup tergiversé, après avoir lutté contre moi-même, j'ai fini par partir et ils l'ont accepté. Ils ont fini par l'accepter et je suis partie en de bons termes, enfin j'espère. Mais voilà, je suis partie. Mais après, l'entrepreneuriat, c'est une autre réalité. Et c'est pas parce que tu as de bonnes intentions que ça va marcher d'un coup. Donc, il y a toute une bataille aussi à mener. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de résilience à mettre en place ou à révéler, on va dire. Mais je pense que de par le parcours par lequel je suis passée, j'ai été déjà, on va dire, travaillée au corps à la limite. Parce que ça a été un grand parcours de résilience. Et donc, je n'avais pas forcément peur de me frotter à ce monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, aujourd'hui, j'y suis. J'ai toujours la motivation, j'ai toujours la volonté de progresser, de réussir. Peut-être plus tard, je vous dirai où est-ce que j'en suis, comment est-ce que ça se passe concrètement. Mais voilà, là, vu qu'on était vraiment dans les grandes transitions, voici la dernière transition que j'avais à partager avec vous. Si je dois faire un focus sur comment j'ai vécu chaque transition à l'époque, en tout cas émotionnellement, je dirais que c'était difficile. C'était difficile et surtout, parfois de tristesse aussi, de frustration, beaucoup de frustration. Peut-être de la colère, mais la colère de vouloir réussir. Parce que je me suis dit, mais avec tout ce que je traverse là, il faut que je réussisse. Il faut vraiment que je réussisse. Après, chacun a sa définition de la réussite. Mais pour moi, réussir, c'est arriver à faire en sorte que la question financière ne soit plus d'actualité. Mais c'est aussi de s'accomplir, d'aimer ce qu'on fait et de réussir à le transmettre aussi, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Donc finalement, la réussite pour moi, ça va impliquer le côté financier, ne pas manquer de quelque chose et de pouvoir s'offrir tout ce que je veux, mais ça va être aussi l'épanouissement. Parce que finalement, quand je veux quelque chose, bah je ne lâche rien. Parce que je tiens à cette chose et ça fait partie de ce qui va me rendre bien, va me rendre contente aussi. Donc il y a la question de l'épanouissement, de faire ce qu'on aime vraiment. Et après, il y a la question de pouvoir partager ça aussi autour de soi. Que ce soit en impactant ou en passant du bon moment aussi avec ses proches. Mais c'est pouvoir transmettre aussi tout ce qu'on a acquis, que ce soit en termes de savoir, en termes de bien, en termes de, voilà, de tout finalement. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est aussi pour ça que j'ai toujours accordé une grande importance aux études. Parce que je me suis dit, si je réussis mes études, ça va m'ouvrir des portes. Aujourd'hui, certes, j'ai viré, je suis dans l'entrepreneuriat, dans du conseil, dans l'humain, mais tout ce que j'ai appris comme bagage, comme compétence est là et ça me sert d'une manière ou d'une autre. Et même si demain je veux changer ou je veux encore retourner dans l'industrie, je peux encore y aller. Et c'est aussi ça d'avoir la liberté. La réussite, c'est aussi en lien avec la liberté. Et donc, il y avait toutes ces émotions-là. Je parlais de frustration, de colère, de tristesse aussi parfois. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus forte, d'être résiliente, de croire aussi. Ça m'a permis d'accentuer ma foi. Parce que chaque fois que j'ai vécu chacune de ces transitions, Dieu ne m'a pas abandonnée. Mes parents m'ont soutenue. Et tout ça, ça me conforte dans l'idée
qu'il faut continuer. Même quand c'est difficile, je me dis non, tu ne dois pas lâcher. En fait, il n'y a pas de raison que tu lâches parce que à chaque fois, tu as réussi à passer le cap. Oui, les anecdotes. Je me rappelle d'une anecdote. J'étais au lycée et on devait aller visiter l'ambassade des États-Unis à l'époque à Abidjan. Et je me rappelle d'une de nos responsables qui m'avait limite interdit d'y aller sous prétexte que, vu le milieu d'où je venais, je n'avais pas suffisamment de moyens. En tout cas, c'est ce que ça sous-entendait. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui pouvait aller poursuivre ses études aux États-Unis. Et donc, ça ne servait à rien que j'aille faire cette visite-là. Et forcément, ça m'avait blessée. Ça m'avait blessée parce que, encore une fois, cette question financière revenait. Et on a beau penser ou dire que oui, l'argent, c'est pas important, mais non, c'est tellement important dans tout. Dans tout. C'est pas ce qui garantit le bonheur, mais au moins quand tu l'as, ça te facilite certaines choses. Et cette dame-là, elle m'avait frustrée parce qu'elle m'avait rappelé tout simplement que de par mes origines, je ne méritais pas d'aspirer à quelque chose de grand. Parce que oui, aller faire ses études à l'étranger, voilà, c'est bien vu, ça t'ouvre des portes, tu peux fréquenter de bonnes universités, en fait. Donc, nous toutes, on rêvait de ça. À l'époque, quand j'étais au lycée, moi, on m'a interdit tout simplement d'y aller. Donc ça, c'était la première anecdote. Et je me rappelle d'une autre où c'était lorsque je faisais mon stage de fin d'études à Brest, en France. J'avais mon titre de séjour vers la fin du stage, encore une fois, hein, vers la fin du stage qui expirait. Et j'ai dû faire des va-et-vient entre deux villes parce que la préfecture à l'époque était située dans une autre ville. Donc j'ai dû faire 5 allers-retours pour qu'on me prolonge le titre de séjour et ça ne s'était jamais fait. Je pense 5 à 8 allers-retours. Et ça ne se faisait pas jusqu'à ce que le titre expire. Et c'est fou parce que quand le titre a expiré, quand je suis retournée à la préfecture dans la ville en question, la dame à l'accueil, elle me dit, bah, votre titre a expiré, on ne peut rien faire pour vous. Et je ne sais pas à l'époque d'où est-ce que j'ai tiré ma force, mais je pense que c'est aussi ma capacité d'observation et d'adaptation. J'ai observé autour de moi que les Français ne se laissent pas faire. Ils aiment bien taper du poing sur la table. Et donc à l'époque, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis vraiment imposée. Je leur ai dit, bah écoutez, ça fait 8 fois que je fais l'aller-retour et donc si vous ne me prolongez pas ce titre de séjour, je ne bouge pas. Je me suis vraiment affirmée, je me suis imposée et elles m'ont fait le récépissé avant que je ne parte. Parce que finalement, j'avais fini le stage et je me suis retrouvée sans titre de séjour, le titre qui avait expiré. Et comme je n'avais pas encore décroché d'emploi ou ma thèse pour la suite, donc on ne voulait rien me donner. Mais là, je ne me suis pas laissée faire. Et finalement, j'ai pu obtenir le récépissé et puis voilà, j'ai pu patienter le temps d'avoir la réponse pour poursuivre la thèse. Donc ça, c'est la deuxième anecdote. La troisième anecdote, c'est fou parce que quand j'ai vraiment quelque chose en tête, je mets tellement mon espoir et j'oriente mes prières vers ça que finalement, le bon Dieu, il se dit, mais celle-là, je ne vais pas la laisser tomber. Et donc, pareil, quand je finis mon master, au lieu de postuler comme une acharnée, finalement, je sens que, vu que j'ai envie de poursuivre en thèse, je ne postule pas trop. Je postule comme ça à quelques entreprises au cas où, mais j'espère, à l'époque, je passe quelques entretiens pour les thèses et j'espère avoir la réponse pour la thèse. Sauf que c'est très long. Les thèses CIFRE, je vous disais, Convention industrielle de formation par la recherche, c'est très encadré et donc la procédure pour évaluer le dossier, la candidature du doctorant, les moyens ou le besoin de l'entreprise, la présence ou l'aptitude du laboratoire à accompagner la thèse, ça fait beaucoup de critères, pardon. Et donc, c'est très long à analyser. Donc, il fallait que je patiente 2 à 3 mois. Et donc, pendant ce temps, au lieu de postuler comme une acharnée, je ne postulais pas vraiment parce que j'espérais au fond de moi qu'on me prenne. Donc, ça a été un gros risque que j'ai pris parce que si on ne me prenait pas, bah, pas de titre de séjour, enfin, le récépissé qui avait été prolongé que de quelques mois,
J'étais vraiment, dans la mouise, quoi, dans la merde. Mais Dieu merci, j'ai patienté et finalement, j'ai été prise pour la thèse et j'ai pu poursuivre. Et en fait, les répercussions, c'est que tout ça, ça a contribué à me rendre forte, à développer encore plus mon côté ambitieuse, courageuse, déterminée. Quand je veux quelque chose, je ne lâche rien. Non seulement parce que je me dis, je peux y arriver. J'ai déjà traversé beaucoup de choses pour être là où je suis et qu'il n'y a pas de raison que j'abandonne. Donc je suis résiliente, déterminée comme jamais. Et j'ai cette force mentale-là d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment tout mon parcours, chaque transition qui m'a rendue comme ça. J'ai omis certaines phases, certains détails pour ne pas être trop longue. Mais franchement, tout ça, je n'ai aucun regret parce que tout ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Cette personne-là qui a foi en la vie, qui a foi en Dieu, qui a foi en ses ambitions, qui croit que tout le monde peut réussir, peu importe là d'où l'on vient. Tout le monde a la capacité de réussir, de se battre pour ce à quoi il aspire. Franchement, si vous avez des projets, si vous avez des rêves, essayez. C'est encore pire d'avoir des regrets et de se dire si je savais. Donnez-vous les moyens. Au moins, si ça ne marche pas, vous allez vous dire que j'ai essayé. Donc, ne lâchez rien, croyez en vous, croyez en Dieu, battez-vous, croyez en vos rêves et surtout, n'abandonnez pas. En tout cas, c'est mon message de fin pour vous et ça me motive encore plus à poursuivre sur cette lancée, sur ce podcast parce que en échangeant avec de nombreuses personnes, je réalise qu'on porte tous des douleurs, des sacrifices, des choses éprouvantes qui pourraient résonner avec d'autres personnes, Et donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des histoires comme ça à partager, vous pourrez remplir ou nous envoyer un message via l'adresse email qu'il y a en description. Et nous ferons un plaisir de vous recevoir aussi dans ce podcast pour partager vos histoires, pour partager comment vous avez lutté, comment vous avez dépassé vos blocages, pour inspirer aussi d'autres personnes, mais surtout pour créer de l'écho et montrer qu'au final, on peut être unis, qu'on peut se motiver, qu'on peut se booster pour avancer ensemble. Sur ce, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a permis de me connaître un peu plus, de savoir qui je suis et ce par quoi je suis passée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement le podcast pour le soutenir.